Bonjour cher Roland. Bonjour mon cher Christian, comment vas-tu? Très bien. Tout le plaisir est pour moi que de te recevoir ici. Et je voudrais quand même que les gens apprennent à intégrer ta philosophie de l'Isanga. Et il serait temps, sans trop tarder, je préfère passer par les questions et on verra par la suite. Que penses-tu, Roland, de la libération du pasteur Coutinho? Oui, la libération du pasteur Coutinho. D'abord, je tenais à te remercier de me recevoir chez toi pour que nous fassions donc ce travail et pour que nous puissions répondre aux questions des Congolais. Tu sais, la libération du pasteur Coutinho, je n'ai pas réagi. Certains compatriotes se sont même posé la question de savoir, tiens Roland, pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi à cette libération? Je te dirais tout simplement que c'est quelque chose qui m'a choqué, qui m'a attristé, qui m'a fortement ému. Bien que je comprenne l'engouement, la joie, le soulagement de ses proches, de sa famille et puis des membres de son église, je me suis dit, mais tu te rends compte, Christian, que le pasteur Coutinho, il a été privé de liberté pendant 8 ans. Oui, je réalise. À la seule volonté d'un individu. C'est tout. Parce qu'il a eu des positions, il a tenu des propos, ou bien il envisageait de faire des choses, certainement, qui ne plaisaient pas à ceux qui ont actuellement l'effectivité du pouvoir. Nous avons donc eu M. Joseph Kabila qui a décidé, tu sais, un peu comme par le fait du prince, exactement, de priver ce compatriote de toute sa liberté. Rien que ça. Eh ben, tu vois, c'est surtout ce côté-là qui, moi, franchement, personnellement, m'a profondément révolté. Et puis je me suis dit que certaines personnes, et notamment la personne qui siège à la tête de nos institutions, même si ici-bas, elles échappent à la justice des hommes, et là c'est le chrétien qui s'exprime, il arrivera un moment où elles rendront compte de leurs actes à l'Éternel, à celui qui est tout là-haut. Voilà un peu dans quel état d'esprit je me retrouve face à cette libération du pasteur Coutinho. Ben écoute Roland, moi à vrai dire, s'il fallait que je pose la question comme je la ressens, je l'aurais aussi posée autrement en disant que penses-tu de ce qu'il est advenu du pasteur Coutinho par rapport à ce que nous avons vu? Exactement. Et je ne sais pas ce que tu as vu les images. Oui, c'est terrible. Terrible. On a l'impression qu'il a perdu une bonne partie de ses capacités motrices. On a l'impression qu'il est handicapé. Je n'ai pas encore vu depuis qu'il est sorti de prison. J'ai entendu dire qu'il allait venir en France, incessamment sous peu. Mais quand tu le vois, parce que moi j'ai connu le pasteur Coutinho, je l'ai fréquenté comme ça, je lui ai serré la main. Nous avons parlé bien avant qu'il décide de rentrer à Kinshasa pour la toute première fois. Nous avons parlé ensemble et moi je fais partie des personnes qui lui avaient dit déjà à l'époque, vous savez pasteur, aller à Kinshasa dans les conditions actuelles, avec des personnes qui n'ont pas l'esprit démocratique, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le terrain, je ne pense pas que vous avez été bien inspiré. Réfléchissez-y à 2 fois, attendez encore un peu que les choses bougent. Et là, convaincu qu'il était, il m'avait répondu, il nous avait répondu, non, il faut faire le combat aussi à l'intérieur, sur le terrain. Il faut essayer de booster les choses, de faire de telle sorte que les mentalités changent. Et moi, je rentre dans ce cadre-là. Et donc, malheureusement, les faits nous donnent raison à nous autres qui exprimions certaines inquiétudes déjà à l'époque. Alors maintenant, lorsqu'on le voit, comment il est devenu, physiquement parlant, je t'assure, c'est encore une des raisons qui ont fait que j'ai préféré garder silence. Oui, Roland, effectivement, laissons-nous nous attarder un peu sur le cas Coutinho, parce que j'ai remarqué une chose, que à chaque fois que les prisonniers d'opinion sortent de la prison de Makala, ou soit les deux pieds devant, ou soit dans un état
qu'il laisse à désirer. Lamentable, effectivement. Bon, Roland, en tout cas, il me plaît de te poser autant de questions parce que je crois que dans tout ce qu'on fait, on doit toujours montrer aux gens que si nous sommes épris de cette passion, c'est par amour. Or, ce que j'ai remarqué souvent, l'amour fait en défaut à ceux qui nous gouvernent. Ils parlent de ce qu'il en est de notre état, mais apparemment, ils ont un problème d'état d'âme. Bon, j'en passe. Tout à fait. Mais que penses-tu cette fois-ci de ce qui... Je ne pense même pas qu'on peut parler d'amour concernant ces personnes. Je pense que ce mot n'est pas approprié parce que avoir l'amour pour une personne ou pour quelque chose, avoir de l'amour, ressentir de l'amour pour une personne ou pour, enfin, si on peut ressentir de l'amour pour un objet, ou du moins de l'intérêt, automatiquement, cela entraîne que vous ayez un comportement qui correspond au sentiment que vous ressentez. Et lorsque l'on voit comment ces personnes se comportent, on se dit que non, ces personnes-là n'ont ni l'amour du Congo, ni l'amour du peuple congolais. Tout à fait, je crois que cela est vraiment partagé. Et ce que j'allais dire, Roland, que dis-tu de ceux qui pensent que tu es radical à l'opposition institutionnelle et que tu considères à tes yeux comme inutile et inefficace, voire dangereuse? Ben oui, tout à fait. Tu sais, moi j'aimerais que les Congolais, et tout particulièrement l'élite congolaise, les élites intellectuelles, philosophiques, religieuses, politiques, peu importe, mais que les élites fassent le bon diagnostic. Et qu'ils se rendent bien compte, ils se rendront compte, s'ils font le bon diagnostic, que les choses ont été faites de telle sorte en République démocratique du Congo que tout ce qui est en train de se passer chez nous sert essentiellement les intérêts de tout le monde, mais sauf des Congolais, je dirais. Je le dis souvent, hein. Tout ça a été mis en place, ce système a été mis en place pour servir des intérêts autres que ceux des Congolais. C'est ça le bon diagnostic, hein. Il ne faut pas s'en écarter. Nous avons eu des éminentes personnalités qui ont écrit, qui ont fait des analyses pertinentes, qui nous ont édifiés et qui ont éclairé nos lanternes. Alors par rapport à cela, par rapport à la genèse des événements qui se sont déroulés, qui se déroulent actuellement en République démocratique du Congo, nous devons savoir que nous sommes observés par une très grande partie des responsables au sein de la communauté internationale. Alors, si nous nous écartons d'une certaine logique, ben cela fera tout simplement que nous serons considérés comme des personnes immatures, irresponsables et contre lesquelles on peut comploter et puis contre lesquelles on peut envisager tout et n'importe quoi. La réalité de la situation dans laquelle nous sommes, elle est là, tout le monde la connaît. Un système nous a été imposé de la manière dont il nous a été imposé. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous n'aurons pas encore assez de toute une émission pour expliciter tout ça. Et nous savons très bien que dans le cadre de tout ce qui a été mis en place, cette opposition est en train de remplir un rôle qui est bien précis. C'est celui de faire croire aux Congolais et de faire croire au monde entier qu'au Congo, il existe une véritable démocratie. Avec d'un côté des élus, entre guillemets, quand on voit comment se sont passées les élections en 2006 et en 2011, on est en droit de se poser certaines questions. Et de l'autre côté, eh ben, des opposants qui, normalement, devraient montrer donc au peuple congolais que la façon dont le pays est dirigé actuellement, nous autres dans l'opposition, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire autrement. C'est ce que l'on peut nous faire croire, alors que nous savons très bien que toutes ces personnes ne pouvant pas être ministres pour diriger un pays, un gouvernement est constitué maximum d'une trentaine, d'une quarantaine d'individus. Quand tu regardes le Parlement, c'est à peu près 500 individus. On ne peut pas constituer un gouvernement de
de 500 et quelques ministres, c'est pas possible. Alors tout ce qui est en train de se passer, eh ben, c'est tout simplement un partage du gâteau. Nous avons une opposition qui crie au loup le jour, et comme je le dis souvent, la nuit, au moment où les choses sérieuses se passent en Afrique, va encaisser ses émoluments à Kingakati. Non mais les Congolais ne sont plus dupes de tout ça. Alors nous disons que cette opposition, telle qu'elle existe là, de la manière dont elle se comporte, elle ne nous sert à rien. Elle est en train de remplir son rôle dans le système qui nous a été imposé, comme je viens de te le dire. Et c'est dangereux de se référer à ce genre d'opposition parce que c'est un très mauvais signal pour les générations à venir. Un très très mauvais signal. Ça fait partie de la médiocrité. Et nous autres, en tant que nouvelles élites, nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que j'estime que l'opposition, normalement, elle sert à renouveler la classe politique. Dans un pays, il y a des institutions, et la qualité de ces institutions ne peut être établie qu'à partir de la qualité des personnes, hommes, femmes, qui composent les dites institutions. Alors si nous allons de médiocrité en médiocrité, qu'est-ce que nous allons laisser en héritage à nos enfants? C'est pour ça que j'en appelle aux élites. Et je leur dis, non, ça c'est pas ce que nous avons appris. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est quelque chose de beau. Et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo actuellement est extrêmement moche. Voilà l'une des raisons qui fait que j'apprécie ton approche tant de la société, tant philosophique. Parce que quand l'occasion t'est donnée, tu mets sur table et tu montres aux gens ce qu'ils ont du mal à percevoir. Alors mon cher Roland, que penses-tu des élections de 2016 et souhaites-tu sérieusement y participer? Alors cette question, elle est souvent posée. Je vais être sincère, je vais être franc avec les Congolais qui nous suivent actuellement, parce qu'ils veulent vraiment savoir ce que nous pensons et ce que nous voulons faire, où est-ce que nous voulons les emmener. Dans les Sangas, nous sommes pour les élections. Nous disons oui, 3 fois oui aux élections. Pourquoi? Parce que les élections, c'est un processus par lequel le peuple exerce sa souveraineté. Donc lorsque nous disons que nous sommes pour les élections, nous y mettons quand même une condition. C'est celle plutôt qui fait qu'au Congo, les choses se passent comme cela se passe dans tous les autres pays de la planète. Où nous voyons que le peuple vote, fait un choix et élit une personne qui aura par la suite la charge de constituer son équipe afin de veiller aux intérêts du peuple congolais, souverain primaire, à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. Voilà en ce qui concerne le Congo, et c'est pareil pour la France, pour les États-Unis, pour tous les autres pays de la planète, comme je te le disais en liminaire. Mais le gros hic, l'os, en ce qui concerne notre pays, c'est que nous avons tous fait un constat. Nous sommes dans un pays, et ça c'est franchement hilarant. C'est vrai que s'il n'y avait pas ces millions de morts, mais bon, on se réserve quand même. Mais c'est franchement, je dirais, révoltant de voir que chez nous, le peuple peut voter, mais n'a pas le droit d'élire. Ce sont d'autres personnes qui élisent, qui font le choix. Le peuple, on l'engage dans un processus, c'est comme je te le disais au début, tout est faux dans ce pays. On engage le peuple dans un processus pour lui faire croire qu'il est en train de vivre la démocratie. Alors que, en fait, non, il est en train de se faire berner par un système qui est en train de veiller aux intérêts de ceux qui veillent, qui font que ce système existe. C'est là que j'apprécie cette approche que tu peux avoir des choses et cette liberté, comme qui dirait, parvenir à une autonomie intellectuelle requiert une connaissance, une familiarité avec le langage sans lequel il peut avoir des discours recevables. Alors, chers amis, je vous invite à bien suivre Roland et surtout à faire attention sur son cheminement. Oui, Roland, on peut revenir sur ce... Voilà, tout à fait. Donc, comme je te disais, Christian, le problème dans notre pays, c'est que
On a emmené le peuple congolais dans un semblant de démocratie, en fait. On lui fait croire qu'il est en train de vivre la démocratie en lui disant « allez-y, vous pouvez voter », alors que, ça c'est en aval, alors qu'en amont, la décision a déjà été prise. La décision qui va être imposée au peuple congolais a déjà été imaginée dans des laboratoires, sur des coins de table, voilà. Et ça, on ne peut pas emmener le peuple congolais là-dedans, c'est ridicule. Et c'est ce qui se passe au Congo, nous l'avons vu en 2006. Exactement. On a dit au peuple congolais, allez-y, vous pouvez voter. Le peuple s'est dit, ah super, nous sommes en train de vivre la démocratie, nous sommes un peuple souverain, nous allons choisir notre leader, celui qui va nous emmener, celui qui va nous encadrer, celui qui va faire de telle sorte que nous allions de l'avant. Mais nous nous sommes rendus compte que le choix du peuple congolais n'a pas été respecté. Rebelote, en 2011, on nous refait le même cinéma. Nous avons vu ce qui s'est passé. En 2006, le peuple avait choisi, j'allais le dire en lingala avec Pauline, avait choisi Jean-Pierre Bemba. Oui, tout à fait. Où se trouve Jean-Pierre Bemba aujourd'hui? En 2011, le peuple avait choisi notre papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Et quand tu regardes maintenant, en français, un adage dit jamais 2 sans 3. Ah. On nous parle maintenant des élections de 2016. Par qui? Toujours par les mêmes qui nous ont entraînés dans les élections de 2006 et de 2011. Donc nous connaissons leur savoir-faire. Exactement. Et à partir de cela, nous, au niveau de l'Isanga, là, nous émettons des réserves. Nous disons, dans ces conditions-là, en tout cas, il est hors de question que l'Isanga participe à des élections qui ne serviront absolument à rien du tout, mis à part de faire de telle sorte que le système qui nous a été imposé, qui est en train d'enlever nos populations perdure. Oui, Roland, quand je vois que bon, c'est vrai que c'est insupportable, c'est dur à accepter de voir comment la classe politique en place a fini par yoyotiser le peuple congolais. C'est exactement ça. Et le danger, tu sais, il est où? Le danger, il est où? C'est que, tu sais, quand on parle de communauté internationale, c'est une nébuleuse en fait. Hein. Exactement. Moi je dis que chaque pays a sa communauté internationale. Exactement. Voilà. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous savons quels sont les pays qui détiennent tous les leviers qui pourraient faire que le Congo soit considéré comme un pays souverain. Ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas la Syrie. C'est une question de troïka. Voilà, nous devons savoir en ce qui nous concerne quels sont les grands décideurs auprès desquels nous devons venir pour leur faire comprendre certaines choses, pour leur faire comprendre que nous ne voulons pas aller dans cette direction-là. Alors, dans cette communauté internationale, il y a de nombreuses personnalités qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Congo. Mais elles ne vont pas venir se battre à notre place. Elles nous observent. Comment est-ce que nous nous comportons. Pardon. Lorsque je dis nous, lorsque j'utilise la première personne du pluriel, je parle des nouvelles élites, de la jeunesse, de la nouvelle classe politique, outillées, matures, responsables, compétentes, honnêtes, patriotes. Ces personnes-là, elles existent. Ces hommes et ces femmes, dignes filles et dignes fils du Congo, ils existent. Alors si maintenant nous avons un comportement, une attitude, si maintenant nous faisons des choses qui ne vont pas dans le sens des espoirs, des attentes de toutes ces personnes qui nous observent, qui ne vont pas dans le sens des attentes du peuple congolais, qui veut vivre une véritable démocratie, qui veut vraiment exercer sa souveraineté, comme cela se passe dans les autres pays du monde, alors nous ne vaudrons pas plus que ceux, que ceux qui sont actuellement en train de faire tout et n'importe quoi au Congo. Oui, tout à fait, Roland. Je pense que deux fois d'accord avec toi, hein, de voir que quand la promesse devient un jeu qui ne s'accomplit pas, moi j'appelle cela comme étant crime contre l'humanité sur le plan national. Et j'en profite aussi pour entamer la quatrième question qui porte sur M. Jean-Jacques Bongani du MLC, qui a écrit une lettre ouverte au président de la République démocratique du Congo, que vous avez contredit. Pourquoi? Alors que vous-même,
pardon, toi-même, tu avais aussi fait une lettre à l'attention de monsieur Obamina, quoi. Obamina, oui. Obamina, oui, Obamina. Oui. Je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale, hein? Voilà, c'est ça. Notre frère Jean-Jacques, que je salue d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui renouveler mes amitiés. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très intelligent. Moi, quand je parle des nouvelles élites, il est dedans, hein, je l'inclus automatiquement. Même si nous ne sommes pas du même bord politique. Mais il faut reconnaître la qualité, j'allais dire, de nos adversaires. Mais moi, Jean-Jacques, pour moi, ce n'est pas un adversaire. Je dirais plutôt c'est un concurrent. Il faut savoir reconnaître la qualité de nos concurrents. Jean-Jacques a écrit une lettre. M. Bungani a écrit une lettre. Cette lettre, elle est pertinente. Elle contient beaucoup de justesse. C'est une lettre patriotique qui montre vraiment son attachement à la mère patrie. L'attachement que nous avons toutes et tous à la mère patrie. Mais j'ai réagi comme j'avais réagi à l'époque déjà à la lettre ouverte de M. Honoré Manda aux parlementaires congolais. Ces deux lettres-là montrent que ces deux personnes, ces deux personnalités, ont vraiment la République démocratique du Congo comme patrie de cœur. Et ça, ce n'est pas à remettre en doute. Alors là, pas du tout. Et moi, je ne mets pas en doute le fait que ces personnes qui écrivent des lettres, qui veulent que les choses changent, ont vraiment un grand amour pour le Congo, et pour le Congo en tant que mère patrie. Seulement, je leur dis simplement une chose. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien, puisque toutes ces personnes auxquelles on s'adresse, et là, tu vois, c'est le commercial. Moi, tu sais, je suis voyageur, représentant et placier. Nous avons l'habitude de travailler pour conclure une affaire, entre guillemets. Nous le faisons avec un bon de commande. Lorsque nous arrivons à convaincre le client, nous demandons à ce dernier de mettre son nom, d'apposer sa signature en bas du bon de commande qui détaille tout ce que, les caractéristiques de tout ce que nous lui avons vendu. Ben moi, j'estime que toutes ces personnes auxquelles on écrit, qui sont actuellement soit dans l'opposition dite institutionnelle, soit dans la majorité au pouvoir, je dis que toutes ces personnes ont mis leur signature en bas du bon de commande de la mise à mort du Congo, de la facilitation de la mise à mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Toutes ces personnes savent parfaitement ce qui se passe. Ce ne sont pas des idiots. Ce sont des personnes qui sont au fait de ce plan dont je te parlais tout à l'heure, auquel nous avons fait allusion tout à l'heure, qui a été concocté dans la pénombre sur des coins de table. Ils sont au fait de tout cela. On leur expliquait tout cela, ils le savent parfaitement. Lorsqu'on leur expliquait les choses, ils avaient deux positions, deux alternatives. Soit alors dire non, nous ne marchons pas dans cette combine, il est hors de question que nous nous fourvoyons. Soit alors dire oui. Et à ce moment-là, ils remplissent un rôle. Ils tiennent, voilà, ils sont des figurants de ce film, de cette mise en scène. Et ils l'acceptent avec toutes les conséquences. C'est ce qui s'est passé. Alors moi, je dis à toutes ces personnes, je leur dis tout simplement, écoutez, ne perdons pas notre temps. Regardons au niveau de la diaspora ce que nous pouvons faire ensemble. Mettons-nous vraiment ensemble, Lissanda, et trouvons les voies et moyens qui vont nous permettre de mettre fin à tout ce qui est en train de se passer de dommageable pour la nation et pour toutes nos populations en République démocratique du Congo. Mettons fin à ce système-là. Maintenant, ayons une attitude responsable parce que les Congolais misent maintenant sur la diaspora. Et cette diaspora, elle a tous les outils, elle a toutes les capacités de pouvoir s'assumer et de prendre ses responsabilités. Moi, j'attire l'attention de tout le monde sur ce fait-là, sur ce point-là. La diaspora, et bien entendu, nous créons des ponts avec ceux de nos compatriotes qui sont à Kinshasa, qui se reconnaissent au travers de notre discours, au travers de notre philosophie, de notre vision, de notre idéal, pour qu'ensemble nous fassions un travail. Mais misons d'abord sur nos capacités à nous, plutôt que de perdre notre temps avec des individus qui, je le répète à Essian,
ont signé en bas du bon de commande de la facilitation de la mise à mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Oui, là, je voulais aussi ajouter une chose. Je comprends tout à fait le pourquoi et l'engagement. Mais tu vois, ce n'est pas être radical, hein, mais c'est être convaincu que nous représentons une force. Mais Roland, et cette force, il faut l'exploiter. Mais justement, je voulais... Nous avons fait un travail, ce travail, il faut le capitaliser à notre avantage. Tout à fait. Pour que les choses se passent selon ce que nous imaginons, selon les idées que nous avons. Attention, faisons bien le distinguo entre avoir des idées et avoir un programme. Les idées, nous en avons tous, nous pouvons les partager, débattre, nous le faisons au travers des réseaux sociaux, au travers des débats que nous avons et tout. Voilà, chacun s'exprime, ça c'est dans le cadre des idées. Et maintenant, ces idées, il faut les concrétiser au travers d'un programme. Et un programme, ce n'est pas un individu tout seul qui se met assis, qui se dit, bon ben voilà, pour le Congo, je vais faire ça. Non, non, un programme s'établit au sein d'une équipe, où chacun porte des idées, des points, des précisions, et nous mettons en place ce que nous appelons tout simplement le projet de société. Tout à fait. C'est dans cette procédure que nous autres nous sommes engagés au niveau de ça. Tout à fait, Roland, là je suis tout à fait d'accord. Déjà, ayant épousé la métaphore, je dirais que l'imagination est un magasin d'extravagance en tout genre. Et là, quand je t'entends parler, je réalise que nous autres, dans la diaspora, dans la diaspora sur le plan international, nous n'avons pour seule arme que notre matière grise, dont le stylo sert de leduc pour faire parvenir ce que nous pensons à ceux qui nous écoutent. Mais Roland, face à ceux qui doutent de leurs convictions et plutôt jouent à la politique du ventre, que dis-tu de ces personnes qui ne sont pas suffisamment solides pour aller jusqu'au bout de leurs idées que de nous exposer À ces personnes-là, je leur dis tout simplement qu'elles doivent comprendre que lorsqu'on n'est pas outillé, prêt à rentrer dans un combat, il ne faut pas y aller, sinon on ne tiendra pas la distance. Étonne alors que toi-même tu fais partie des combattants et de cette élite dont on parle. Mais la problématique apparemment, c'est qu'on dit que les combattants se divisent. Est-ce que, à voir les choses de plus près, les combattants se divisent ou simplement ils se perdent de temps en temps comme ce qui se passe à chaque fois que nous sommes engagés dans un combat où chacun vient un peu avec son approche. C'est, comment dirais-je, c'est un peu comme un général sur le champ de bataille. Donc chacun a une idée bien définie comment prendre la chose. Et non seulement ça, et bon, j'entends aussi d'autres qui disent que mais pourquoi ces combattants ne constitueraient pas une force pour être plus visibles et plus efficaces. Alors, qu'en penses-tu, que nous dis-tu là-dessus? Là, c'est un sujet assez intéressant pour la simple et bonne raison que cela m'inspire deux réflexions. La première réflexion, je pense que dans l'ensemble, il ne faut pas trop taper sur ce peuple-là. Parce que sans vouloir remonter jusqu'au déluge, ça je le dis souvent aussi, on va s'arrêter à la colonisation. Regarde, Christian, ce qui s'est passé durant la colonisation. Le peuple congolais n'a pas trouvé son compte. Après la colonisation, nous avons eu l'indépendance, qui pour tout le monde, nous savons que ça n'a été qu'une indépendance nominale, parce que nous n'étions pas prêts. Mais durant toute cette période, le peuple n'a pas connu son compte, n'a pas trouvé son compte. Ensuite, après l'indépendance nominale, nous avons eu 32 ans de dictature, sans partage, durant lesquels ceux qui avaient la responsabilité des populations n'ont pas fait de telle sorte que le peuple congolais trouve son compte. Après ces 32 ans de dictature sans partage... Pardon Roland, pour nous arrêter un peu sur les 32 ans, est-ce que c'était vraiment 32 ans d'une dictature
ou 32 ans d'une néocolonisation? Non, je dirais 32 ans de dictature, mais disons que tu fais bien de poser cette question parce que j'estime que, en fait, notre indépendance nominale, ça a été le début de la néocolonisation. Parce que les Occidentaux, ceux de la communauté internationale congolaise, parce que comme je te l'avais dit au départ, chaque pays a sa propre communauté internationale. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait qu'appliquer ce que Aimé Césaire a dénoncé dans Une saison au Congo. On se retire, mais sans se retirer en fait. On laisse les gouverneurs en place. On laisse les gouverneurs en place et on met entre les populations autochtones et nous autres des nègres de service, ceux que Jean-Pierre Mbélou, notre frère Jean-Pierre Mbélou, que je salue ici, appelle les nègres de service pour qu'ils fassent le sale boulot à notre place. Toujours ce fameux système qui est imposé à nos populations pour servir des intérêts autres que ceux du peuple congolais. Ça a commencé avec l'indépendance nominale. Ensuite, nous avons eu donc cette fameuse dictature de Feu Mobutu, de paix à son âme. Ensuite, nous avons eu la soi-disant libération par l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila. Un fiasco. Total fiasco. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ce n'était que le processus qui continuait. On se débarrassait d'un individu qui avait bien servi pour en mettre un autre, qui devait continuer le sale boulot. Pendant toute cette période, le peuple congolais n'a pas trouvé son compte. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine usurpation au sommet de l'État. Tu vois un peu le cheminement? Oui. Durant lequel le peuple congolais ne trouve pas son compte. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Je parlais il y a quelque temps avec l'un de mes grands frères, je ne vais pas citer le nom parce qu'on est quand même obligé d'avoir certaines dispositions sécuritaires avec nos familles. Il me disait, mais tu sais Roland, mon petit frère, mon jeune frère, certains disent que sous Mobutu, nous étions au bord du précipice, mais qu'avec aujourd'hui, quand on entend Joseph Kabila à la tribune de l'ONU dire que la RDC est maintenant un pays debout, c'est vrai que les choses semblent aller mieux, mais moi je considère que nous avons fait vraiment un grand pas en avant. Ben oui, nous étions au bord du précipice, nous avons fait un grand pas en avant, et maintenant nous sommes en train de chuter dans un trou sans fond. Et le peuple congolais ne trouve pas son compte. Alors, avec toutes ces lacunes, avec tout ce qui s'est passé, où nous avons eu des élites qui n'ont pas encadré nos populations, nous nous retrouvons maintenant avec les combattants, que je félicite au passage pour le travail qu'ils abattent. Mais là maintenant, c'est ma deuxième réflexion, il faut bien se dire une chose, c'est que il faut que les Congolais comprennent que nous autres dans l'Isanga, nous sommes des résistants. Nous sommes des patriotes, combattants, résistants. Un combattant, c'est toute personne qui se met debout pour défendre une cause. À ce point de vue, nous sommes tous des combattants. Maintenant, dans ce combat, il y a d'un côté les combattants groupes de pression. Je l'ai dit lors d'une dernière, je pense que je l'avais dit avec Claudine. Oui. Claudine Mamon-Nakula, que je salue aussi, l'une des conseillères du secrétariat général. Parmi les combattants, il y a les combattants groupes de pression qui sont dans la revendication, qui sont dans la colère, qui sont dans l'exaspération et qui sont dans l'indignation totale. Les indignés, eux, ils s'expriment de la manière qu'ils s'expriment avec les moyens qui sont les leurs. Nous les voyons, ils font des interviews sur les réseaux sociaux, ils organisent des marches, des conférences, des débats, des sittings, et avec le fameux slogan « Kabila dégage ». Ce sont vraiment des cris de colère. Et en parallèle des combattants, vous avez maintenant les résistants. Les résistants, ce sont tous ceux qui ne reconnaissent pas ce système qui a été mis en place en République démocratique du Congo, qui ne lui donne aucune légitimité et aucune crédibilité. L'Isanga fait partie de la résistance. Oui, tout à fait. Que nous soyons bien d'accord là-dessus. Oui, Roland, ça c'est... Mais maintenant, pour avancer, mon cher Christian, il faut aussi se dire une chose, c'est que tous les combattants ne sont pas des résistants. Est-ce qu'on peut dire que l'UDPS est un mouvement de combattants? Oui.
Parce que notre papa Etienne Tshisekedi Lumumba n'a plus rien à démontrer en termes de combat pour la démocratie et le progrès social. Donc c'est un combattant. Voilà, justement, c'est là où je voulais... le cas de Tshisekedi est pertinent. C'est là où je voulais préciser une chose. Quand on dit les combattants résistants, il faut que les choses soient claires. Les combattants résistants, c'est simplement ceux qui ne se plient pas face au système. Exactement. Et là, c'est juste aussi pour mettre en exergue ce que j'ai entendu parler, que ceux qui se disent, je suis certain que tu étais radical. Mais je ne pense pas que tu sois radical. Non, pas du tout. Il y a des personnes qui confondent. Tu sais, il y a des personnes qui disent de moi que je suis radical parce qu'ils font la confusion entre être radical et être extrémiste. Exactement. Voilà. Donc pour en revenir, on va expliquer ça après, pour en revenir au cas du DPS par exemple, du MLC par exemple, notre frère Jean-Pierre Bemba aussi s'est battu, avec les moyens qui étaient les siens, il a eu des comportements qui ont peut-être déçu certaines personnes, mais on peut dire aussi que c'est un combattant. Tout à fait. Puisque lui, il se bat pour la libération du Congo, mouvement pour la libération du Congo, MLC. Donc il reconnaît quelque part que le Congo n'est pas libre. Je le reconnais en tant que combattant. Voilà. Mais ce n'est pas un résistant. Tout à fait. Papa Etienne Tshisekedi Lumumba n'est pas un résistant. Puisqu'il se dit, le système il est là, eh bien, je vais m'incorporer dans ce système, le combattre de l'intérieur pour que l'UDPS puisse mettre en place son projet de société. Et c'est tout à fait légitime de leur part. La lecture est claire. La lecture est claire. Mais nous autres, les Sangha, nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Nous ne sommes pas dans ce processus. Nous disons aux Congolais, nous disons aux grands décideurs de la communauté internationale que ce système tel qu'il existe là est mauvais. Non pas seulement pour le Congo, mais il est mauvais pour tous les États parce que c'est un système qui met en place des ressentiments. Avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, l'insécurité que l'on voit un peu partout dans le monde, est-ce que toutes ces têtes pensantes veulent que le Congolais qui, à la base, est quelqu'un qui n'est pas conflictuel, rentre aussi dans des positions extrêmes? Lorsqu'on parle d'extrême, on parle de terrorisme, on parle de barbarie. Le peuple congolais n'est pas comme ça. Alors il ne faut pas entraîner le peuple congolais dans cette direction en lui imposant ce système-là. Nous, dans l'Isanga, telle est notre réflexion. Nous voulons effectivement qu'au Congo, il y ait une réelle démocratie, comme cela se passe dans nos pays d'accueil. Et c'est le langage que nous tenons parce que nous voulons que le peuple congolais puisse jouer sa partition, puisse récupérer sa place perdue au sein des concerts des nations réellement libres et démocratiques, et puisse apporter sa pierre à cet édifice que l'on appelle la démocratie pour que le monde avance. Les Congolais sont capables de beaucoup de choses. Et il faut leur, à condition, qu'on leur laisse s'exprimer pour qu'ils puissent démontrer justement ce dont ils sont capables. Et non pas les enfermer dans des considérations fausses, dans des semblants de démocratie. Nous ne sommes plus dupes de tout cela. Nous avons étudié avec des personnes qui sont actuellement à la tête de certaines multinationales, de certains États politiquement parlant, et nos enfants étudient avec leurs enfants. Donc le monde est en train d'avancer dans un processus. Le monde est aujourd'hui comme un grand village où les intérêts sont interdépendants. Donc nous voyons tout cela. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer comme ça en claquant des doigts. C'est un processus qui est en train de se mettre en place. Les peuples ont enlevé leurs œillères et comprennent maintenant beaucoup de choses. Moi je le dis souvent, le Congolais sait qui est qui fait quoi, pour qui et pourquoi. Mais quand je dis cela, je m'adresse aux Congolais bien entendu, mais je m'adresse aussi aux grands décideurs de la communauté internationale pour leur faire comprendre que nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Et je suis radical, effectivement, envers les crimes, envers les mensonges, envers la barbarie, envers les assassinats, envers les arrestations arbitraires, envers la tricherie, envers les fausses oppositions, envers les dictateurs. Si être radical, c'est ça, alors oui, je l'assume, je suis quelqu'un de radical. Mais je ne suis pas extrême parce que dans la résistance que j'applique avec mes compatriotes, mes proches collaborateurs dont tu fais partie au sein de l'Isanga, nous avons maintenant une résistance responsable dans laquelle nous tenons compte de notre histoire, de notre passé, qui sont encore des éléments qui sont encore bien présents dans notre mémoire collective, mais nous tenons compte aussi, bien entendu, des causes.
non seulement endogènes, hein, quand on dit que ces personnes qui ont mis en place ce système, oui, bien entendu, ces personnes existent, mais il y a aussi des causes endogènes. C'est pour ça que je parle tout le temps de combat pour la libération du Congo de la mainmise étrangère, cause exogène, mais aussi des antivaleurs suicidaires qui font notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, cause endogène. Voilà, nous sommes conscients de tout cela. Et c'est avec cette maturité que nous voulons maintenant que les choses changent. Et nous voulons, notre slogan, il est simple, hein, vivre la politique autrement, pour que, d'un côté, nos compatriotes voient en nous des personnes capables de veiller sur leurs intérêts à l'intérieur et à l'extérieur du Congo, comme je le dis souvent, mais pour aussi que ceux auxquels nous nous adressons lorsque nous venons taper à certaines portes voient en nous des interlocuteurs valables avec lesquels ils peuvent composer pour que les choses changent effectivement. Voilà la logique de l'ISAM. Voilà pourquoi, dans notre introduction tout début, j'avais introduit l'amour. Quand j'avais dit amour, c'était pas pour le plaisir de le dire, parce que l'Isanga c'est déjà amour. Donc notre démarche est bien inscrite. Ce que nous faisons parce que on est pris d'une passion, mais d'une passion pour notre peuple. Quand le peuple en souffre, nous-mêmes ici, la preuve en est, on est ici. Donc ce qui se passe là-bas nous préoccupe. Et c'est pour ça que nous disons, mais ça je ne comprends pas que les personnes nous reprochent cela, nous disons que nous considérons les autres structures. Mais, parce qu'il y a un mais, au niveau de l'Isanga, comme nous nous adressons aux élites, comme nous nous adressons à cette jeunesse responsable, elle existe, elle est là, elle nous observe. Moi je pense à un jeune frère comme Hervé Kachama, et c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme. Je pense à un jeune frère comme Rex Kazadi, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas parce qu'il est un peu provocateur, je le sais, mais il a un potentiel énorme. Tout à fait. Et des personnes de cet acabit, des jeunes de cet acabit, mais il y en a plein au Congo. Il y en a plein dans la diaspora. Je pense à toutes ces personnes-là. Et bien entendu, je vois aussi nos aînés qui nous encadrent, qui nous donnent des conseils. Ces aînés font partie des nouvelles élites parce qu'elles n'ont jamais eu de responsabilité politique. Exactement. Voilà, nous avons besoin de ces aînés. Et puis, je pense à nous autres qui avons étudié ici, dans des lycées de renommée, dans des universités de renommée. Excusez-nous d'avoir été à l'école et d'avoir poussé loin notre instruction pour que maintenant nous puissions avoir la prétention de diriger ce pays. Nous avons dit, nous allons nous imposer sur les autres structures, non pas en étant hautains, non pas en les regardant de haut, non pas en étant dédaigneux, comme le font certains à notre égard, mais en abattant un travail de qualité qui correspond à la volonté et aux aspirations réelles du peuple congolais d'un côté et de ces fameux grands décideurs qui nous observent et qui aimeraient que les choses changent comme nous aussi nous le voulons. Tout à fait, voilà. Excusez-nous d'avoir cette prétention, mais je ne sais pas, on devrait à la rigueur s'excuser, voilà, ceux des Congolais qui s'expriment très bien en français, qui s'expriment très bien en anglais, qui s'expriment très bien en chinois, en russe, en japonais, en polonais et tout consort, en allemand. Hein, j'en connais beaucoup de ces compatriotes, je parle avec eux. Donc toute cette intelligentsia, mature, honnête, capable, elle devrait s'excuser d'avoir les capacités de construire le Congo de demain. Non. Je dis non. Et moi, je mise sur ces personnes-là. Non, je pense que, Roland, tu as raison, parce que moi, je dis toujours que le propre de l'homme est de le voir briller dans ce qu'il sait faire du mieux. Et là-dessus, je crois que nous n'avons pas à nous excuser. Bien au contraire, on doit mettre cela en avant parce que le Congo a tant besoin de ces individus, tant besoin de ces valeurs qui se perdent, si ce n'est que déjà perdues, et tant besoin de ceux qui sont un apport majeur à la société congolaise. Et Roland, je veux passer à l'autre question qui me taraude aussi. Tu t'adresses souvent aux grands décideurs et les gens aimeraient bien savoir
dans quel intérêt? Mais c'est simple. Je rigole, mais crois-moi, c'est un rire jaune. Quand tu regardes la situation de la République démocratique du Congo, il y a un constat, mais vraiment extrêmement triste. Depuis que nous sommes dans ce combat, tu sais, quand tu dis que les Congolais ne sont plus durs, c'est une réalité. Depuis que nous sommes engagés dans ce combat de la libération du Congo de la main des étrangères et de nos antivaleurs suicidaires, qui font notre part de responsabilité, comme je le dis souvent, nous avons constaté une chose, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que nous avons comme arme à notre disposition? Mis à part notre foi, notre volonté, notre détermination et notre besoin d'en découdre avec les fossoyeurs du Congo. Qu'est-ce que nous avons comme autre arme? Rien. C'est un fait. Alors pourquoi est-ce que je dis ça de façon aussi grave? C'est parce que nous avons constaté que tous les leviers qui font que le Congo puisse être considéré comme un État libre et souverain sont entre les mains des étrangers et non entre les mains des élites congolaises actuelles. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Regarde le levier médiatique en ce moment, et je profite de l'occasion pour transmettre vraiment mes condoléances les plus indignées, les plus attristées à la famille de l'otage français qui vient d'être assassiné dans des conditions horribles. Tout à fait. Par le fameux groupe islamiste, l'État islamiste. Ça, nous n'en voulons plus. Des crimes barbares. Au Congo, ça n'arrête pas. C'est matin, midi et soir. Voilà. Nous ne voulons plus de ça. Et là, le peuple français, je ne voudrais pas faire de comparaison macabre, pas du tout, mais le peuple français est en train de comprendre pourquoi nous sommes aussi radicaux envers la barbarie, envers les crimes, envers la sauvagerie, parce que maintenant, eux, ils la vivent. Avec ce qui vient de se passer contre ce monsieur, quand tu le regardes, tu te dis mais ça c'est un ange, c'est un innocent. Comment peut-on faire une chose pareille en plein 21e siècle? Mais ça existe au Congo et maintenant ça existe en France. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Mais quand tu regardes une chose, je parlais du levier médiatique. Cette affaire, on est en train d'en parler en boucle, matin, midi et soir, à des heures de grande écoute. Ça passe à la une de tous les journaux, non seulement en France, mais également à l'étranger et même au Congo. C'est aberrant. Ironie du sort. Mais fais le contraire. Regarde maintenant, médiatiquement parlant, qui c'est qui parle des crimes barbares, ignobles, monstrueux, avec pénétration d'objets dans les parties intimes de nos mamans, de nos frères, de nos papas, de nos filles. Lorsqu'on en parle, c'est à des heures où tout le monde est endormi, et puis c'est vraiment du bout des lèvres. Mais justement, ce silence est pesant, parce que ce silence me fait le fait d'une injustice savamment orchestrée. Justement, et en disant cela, tu me confortes dans ce que je veux te dire là clairement, ce que je veux faire comprendre aux Congolais, nous ne maîtrisons pas le levier médiatique. Deuxièmement, tu regardes le deuxième levier, le levier politique. Rien de ce qui ne se passe en République démocratique du Congo est décidé à Kinshasa. Tout se fait dans notre communauté internationale à nous. C'est à ce niveau-là, dans nos pays d'accueil, que les décisions se prennent. Changement de la constitution, concertation, élection, tout cela, les personnes, et notre frère, j'aime bien me faire référence à lui, Jean-Pierre Mbembe nous le dit souvent, ces personnes que nous voyons et qui se positionnent, qui veulent donner l'impression que c'est eux qui décident, qui sont assis sur des chaises de commandement, que ce sont eux qui sont assis sur des chaises de commandement, ne sont assis sur aucune chaise du tout. Ce sont des pantins. Et derrière eux, il y a des marionnettistes. Ce sont des marionnettes et ce sont les marionnettistes qui les font bouger. Quand ils prennent une décision, crois-moi que cette décision, elle leur a été imposée, insufflée, soufflée à l'oreille par leur maître à penser. Levier politique.
Tu regardes le levier militaire. Tu as vu dans quel état est notre armée? Oh oui. Infiltrée de toutes parts. Exactement. Et dans un état, soi-disant libre, tu vois qu'il y a une grande armée qui décide, qui est en place, c'est la MONUSCO. Voilà, une véritable armée qui est en place avec tout ce qui fait que voilà, là nous avons affaire à une armée. Mais au Congo, est-il nécessaire de parler de l'exemple de Mamadou Ndala? Est-il nécessaire de parler de tous ces généraux qui sont assassinés? Non. Est-il nécessaire de parler de Zamabé? Voilà, regarde ce qui est en train de se passer. Et quand tu vas sur le terrain, tu vois tout de suite que notre armée, mais c'est une armée fantoche. C'est une armée qui n'a d'armée que le nom. Et le dernier levier, regarde maintenant le levier économique. Économiquement parlant, moi je ne suis pas économiste, hein, donc je ne pourrais pas développer à ce sujet, bien que j'ai des idées, mais je suis plutôt un leader, un meneur d'hommes qui sait trouver les gens qui sont vraiment capables de faire un travail d'excellence. Moi j'ai cette force-là. Et je m'adresse à nos économistes justement. Regarde, concernant les richesses du sol et du sous-sol congolais, est-ce que nous maîtrisons l'exploitation de ces richesses? Mais justement, que représente en réalité notre PIB? Le PIB, quand on a posé la question, le produit intérieur brut, à certains de nos compatriotes, ils ne savaient même pas ce que cela voulait dire. Et c'est grave, c'est bien pour te montrer que nous avons raison de nous adresser aux élites qui maîtrisent ces sujets-là. Alors concernant le produit intérieur brut, on ne peut même pas donner de chiffres concrets parce que nous sommes obligés de nous référer à ce que disent les grandes organisations économiquement parlant à ce niveau-là. C'est-à-dire Fonds monétaire international, Banque mondiale et toutes ces grandes structures, ce sont elles qui nous disent bon, bah, concernant le potentiel économique de votre pays, concernant ce que vous apportez, voilà, il y a tel pourcentage dans tel domaine, tel autre pourcentage dans tel autre domaine. Nous sommes obligés de nous référer à leurs chiffres parce qu'au niveau de nos élites, il y a un manque, il y a des lacunes extrêmement graves pour la nation et qui font que voilà, nous ne sommes pas considérés comme étant un peuple libre et souverain. C'est pour cela justement que je m'adresse aux grands décideurs. C'était ça ta question. Oui. Pourquoi est-ce que je m'adresse toujours aux grands décideurs? Pour leur faire comprendre et pour faire comprendre aux Congolais que lorsque nous nous adressons à ces grands décideurs, c'est en tenant compte de tout cela. Nous ne venons pas leur quémander le pouvoir, loin de là, mais nous venons leur expliquer que nous sommes au fait de ce qui se passe exactement chez nous. Nous venons leur faire comprendre que le fait de nous imposer la politique, comme dans la jungle, de la loi du plus fort contre le plus faible, entraîne tout le monde vers le mur. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il y a des ressentiments qui s'installent, comme je le disais en liminaire, et le résultat de cela, c'est qu'à la longue, au fur et à mesure que les années passent, eh ben, le Congolais écoute maintenant des voix extrêmes. Et ça, nous sommes déjà en train de l'observer. J'avais déjà alerté à ce niveau-là certaines personnes avec lesquelles je suis en contact au niveau de la communauté internationale. J'ai été écouté à ce niveau et nous sommes rentrés dans la stratégie de l'Isanga et donc nous avons vraiment foi que les choses vont bouger si nous continuons à évoluer dans ce sens-là. Oui, Roland, je voulais dire, c'est vrai que la politique qu'on impose vise toujours ceux qu'on dépose et souvent ceux qu'on dépose, c'est ceux qui font peur ou soit ceux qui comment dirais-je, empêchent les autres de tirer profit de leurs propres intérêts. Donc je pense que c'est pas une bonne chose. Nous en tant que Congolais, moi quand je dis en tant que Congolais, parce que nous sommes Congolais par nos origines, mais par le bagage, par l'instruction que nous avons eue, nous sommes plus devenus des citoyens du monde. Donc ce qui se passe au Pakistan, en Irak, je ne sais où, nous concerne au plus haut point. Ce qui vient de se passer contre l'otage français qui a été décapité de façon atroce concerne le peuple congolais au plus haut point. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été meurtri.
Je me suis dit, mon Dieu, où va le monde? Pourquoi ça au XXIe siècle? Mais justement, Roland, à quoi ça leur sert de chercher à tout prix à nous faire taire alors qu'ils sont les premiers à nous accepter ici en tant que réfugiés? Et sachons bien que nous ne sommes pas des réfugiés. Nous sommes des réfugiés économiques parce qu'ils ont voulu nous mettre dans cette situation. J'irai encore plus loin. Chez nous, nous ne sommes pas chez nous. Ici, nous sommes encore moins chez nous. Mais finalement, où se trouve chez nous? Où se trouve chez nous? Exactement. Ta question a ceci de pertinent, et je le disais en liminaire, il y a un processus, il y a des choses qui se mettent en place d'elles-mêmes. Si aujourd'hui nous sommes aussi à l'aise, si nous vivons ce confort dans nos pays d'accueil, et ça je le dis souvent aux Congolais, mais c'est parce que dans ces pays d'accueil, il y a des gens qui avaient compris tout ça, qui se sont battus pour que les choses se passent ainsi. Oui, voilà, tu n'as jamais voulu préciser les ou la raison de ton départ de la Pareco, que beaucoup considèrent comme un divorce avec M. Honoré-Ngouanda. Est-ce que peux-tu nous dire un mot là-dessus? Oui, tu sais, je vais te dire une chose. Au départ, lorsque j'ai décidé de voler de mes propres ailes, je m'étais dit je ne parlerai plus jamais de la Pareco. Par déception, parce que j'ai été déçu. Voilà. Je me suis vraiment engagé dans cette structure. Je me suis donné corps et âme, comme on dit. Je n'étais pas le seul, hein, bien entendu, nous étions nombreux, nous étions quelques-uns. Mais au fur et à mesure, après, j'ai d'ailleurs parlé avec mon père, Papa Mena, qui m'a dit, mais attends, mon fils, pourquoi cette appréhension de parler de la Pareco, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, puisque c'est à partir notamment de cette structure-là, même si elle n'est pas la seule, parce que les gens s'imaginent que je suis rentré dans la Pareco, dans le combat à partir de la Pareco, ce qui est totalement faux. Je suis rentré dans le combat à partir de l'Arche de Paix, une église qui est dirigée, actuellement elle existe toujours, par le couple pastoral Papa Moké et Maman Moké. C'est Papa Moké qui m'a fait rentrer dans le combat. C'était pas le combat comme je le mène actuellement. C'était plutôt un combat revendicatif et je me rappelle très bien la toute première manifestation à laquelle j'ai participé. C'était devant l'ambassade du Rwanda à Paris. Et cette manifestation avait été organisée par Papa Moké. Ah bon, j'étais là aussi. Voilà. Et bien c'est là que je suis rentré dans le combat pour la toute première fois. Bien entendu, par la suite, ce que je reconnais dans l'action de la Pareco, dans l'action de M. Honoré-Ngouanda, c'est l'éveil patriotique. Je fais un distinguo entre les deux. Parce que vous pouvez très bien rentrer dans un combat sans savoir très exactement ce qui se passe. C'était mon cas. Mais l'éveil patriotique provoque, si tu veux, le fait que tu en sais beaucoup plus. C'est à partir du moment où tu en sais beaucoup plus que l'éveil patriotique se met en place, se met en branle, comme on dit. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Honoré-Ngouanda et la Pareco. Donc les a priori que j'avais, mon père m'a dit, mais non. Aujourd'hui, tu regardes certaines personnes qui parlent de Mobutu, on les relie à Mobutu parce qu'ils ont fait ils ont évolué dans le MPR ou du moins à côté de Mobutu. D'autres sont comparés à Tshisekedi parce qu'ils ont évolué d'abord dans l'UDPS et sont encore aujourd'hui à côté d'Etienne Tshisekedi, ou alors d'autres encore l'ont quitté, mais on fait toujours référence à l'UDPS et à Etienne Tshisekedi. Donc toi, tu ne dois pas te gêner, tu ne dois pas avoir honte de parler de la Pareco, puisque les gens la majorité des Congolais t'ont connu à partir de cette structure-là. Voilà.
Donc si je refuse de parler de ma pareco, jusqu'à présent, si du moins j'ai refusé d'en parler et de donner les raisons exactes de mon départ, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est par respect pour ceux de mes compatriotes, ceux de mes anciens collègues de travail, ceux de mes anciens frères dans cette famille politique qui sont toujours là-bas. Déjà, respect pour eux, parce qu'ils ont leurs croyances, voilà, ils sont toujours dans cette structure et ils acceptent la manière d'évoluer dans cette structure, alors je la respecte. Voilà, c'est ce que nous sommes dans l'Isanga. C'est une valeur que j'aime bien, qu'on retrouve dans l'Isanga. Tout à fait. Deuxièmement, c'est une question d'éducation aussi. Vous savez, tu sais, excuse-moi, le vieux Honoré Man, là, je dis le vieux par respect, c'est un aîné. C'est un papa pour certains. Pour moi, ça pourrait être mon papa Leki. Donc moi, je suis un Muntu, nous sommes des Bantous, nous avons le respect des aînés. J'ai le même respect pour Etienne Tshisekedi, qui a pratiquement l'âge de mon père, moi, que je considère donc vraiment comme un papa. Donc il y a ce respect-là qui fait partie de nos us et coutumes. Et puis il y a le fait aussi, le troisième point, c'est que mon combat, ce n'est pas de critiquer, de dire du mal ou d'exprimer mes ressentiments, puisque nous sommes dans une lutte qui consiste à fédérer les Congolais autour d'un idéal, autour d'une vision. Donc j'évite, je préfère attirer l'attention sur tout ce qui fédère, plutôt que de donner de l'importance à ce qui divise. Telle est ma logique, hein, donc c'est simplement pour ça. Mais bon, maintenant je suis tout à fait à l'aise avec cette question. Et lorsqu'il s'agit de parler de la pareco, je n'ai plus d'hésitation parce que, effectivement, c'est dans cette famille que j'ai évolué également longuement dans le combat. Mais écoute, Roland, moi je pense que cela n'est qu'à ton avantage, hein, surtout que je vois que dans l'Isanga, on développe ce que nous ne voyons pas souvent ailleurs, c'est-à-dire nous appuyons sur le meilleur de chacun de nous, ce que moi j'appelle au-delà de nos travers. Exactement. Et cela est un plus. Mais bon, je ne sais pas s'il faut que je la pose, mais qu'est-ce que tu penses de ces mauvaises langues qui disent que oui, s'il n'en parle pas, sans doute parce qu'il a peur. Bon. En ce qui me concerne, je dis c'est par éducation. Mais toi, qu'est-ce que tu réponds à cela? Ceux qui disent que j'ai peur, oui. Peur de parler de la pareco? Oui. Non, pas du tout, ils se trompent pas. Non, nous n'avons pas peur de parler de qui que ce soit. À partir du moment, je peux me permettre de critiquer la pareco à partir du moment où cette critique est constructive et non pas dévastatrice. Mon rôle, ce n'est pas ça, mon combat, ce n'est pas ça, et ma vision, ce n'est pas celle-là, de m'en prendre à mes compatriotes, où qu'ils soient. Par contre, j'use de ma liberté d'appréciation lorsque les personnes se comportent d'une façon qui me paraît étrange, qui n'est pas compatible avec ma façon de voir les choses. À ce moment-là, je m'exprime, quelle que soit la personne, mais tout en gardant une certaine galanterie dans les propos. Ah oui, ça c'est le propre de l'instruction. Et à ceux qui ont du mal... Mais être galant, cela n'est pas incompatible avec le fait d'être ferme et déterminé. Hein. Exactement. Voilà, et surtout bien circonspect dans les propos. Exactement. Très bien, Roland. Là, je comprends tout à fait. Et à ceux qui disent qui reconnaissent ton respect vis-à-vis de Monsieur Tshisekedi. Et ceux-là, au fond, ils sont un peu dans la même position, c'est-à-dire, tiens, ils manifestent autant de respect à l'égard des Tshisekedi, mais ces positions sont un peu ambiguës. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, il n'y a aucune ambiguïté, je l'ai toujours dit. Bien que je respecte notre papa Etienne Tshisekedi pour les raisons que je viens de donner, parce que nous sommes des Bantous, je suis un Muntu, donc respect pour les aînés. Deuxièmement, je fais une projection sur Etienne Tshisekedi parce qu'il a l'âge de mon père. Donc je le considère comme un papa, très sincèrement. D'autant plus que je connais personnellement son fils, Félix Tshisekedi, avec lequel je suis en très bon terme. D'un autre côté, Etienne Tshisekedi n'est plus à présenter. Hein, je le dis toujours, il n'a plus de preuves
à démontrer à qui que ce soit concernant son engagement dans la lutte pour la démocratie et le progrès social, qui porte d'ailleurs, dont son parti porte le nom, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Donc il n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit de ce côté-là. Donc quelque part, c'est vrai que je le mets un peu à part dans le microcosme politique congolais. Maintenant, je l'ai toujours aussi dit avec la même fermeté, je ne me reconnais pas du tout dans ses choix. Je ne me reconnais pas dans les choix de l'UDPS. Voilà, là, j'use de ma liberté de critiquer et de ma free opinion, comme on dit. Il a fait des choix qui, personnellement, avec l'UDPS, me semblent incompatibles avec le combat de résistance que je mène. C'est vraiment bien cet éclaircissement sur la confusion du genre. C'était très important parce que souvent, j'ai remarqué que les gens font souvent d'amalgame. Et je pense que c'est une excellente chose. Voilà, tout à fait. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une personne qu'on doit lui manquer automatiquement de respect. Mais relativement comme quoi, il m'arrive d'être d'accord avec les gens dont je ne partage l'opinion, mais quand je vois leur trame, je comprends pourquoi ils sont arrivés. Voilà. Et maintenant, je prends une question apparemment qui fâche. Que dis-tu de ces combattants qui te traitent d'étranger, de Brazzavillois et avec une telle outrecuidance prétendent que tu n'as pas le droit de t'occuper de ce qui se passe dans notre République démocratique du Congo. Cette attitude de certaines personnes qui refusent ou qui mettent en doute mon appartenance à la patrie, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Je trouve cela médiocre, je trouve cela irresponsable. Je m'expliquerai pourquoi. Mais d'un autre côté, mis à part ce côté-là, cet aspect des choses nous oblige à nous concentrer sur le cas de la nationalité. Je vais te donner un petit scoop, une petite histoire, disons. Dernièrement, j'étais à Bruxelles. J'ai rencontré des compatriotes à Matongé. J'ai un ami qui m'a apostrophé dans la rue et qui m'a dit « Ah tiens, Roland, viens prendre un verre et tout ça, je suis tellement content de te voir ici à Bruxelles, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « Non, je suis venu visiter la famille parce que j'ai toute ma famille, enfin une grande partie de ma famille ici. J'ai des amis ici à Bruxelles, que je salue d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et donc je suis plutôt en visite familiale, donc ça n'a rien à voir avec la politique. » Et chemin faisant, il m'invite donc dans son restaurant. Et là, il me présente à d'autres compatriotes. Certains m'ont reconnu parce qu'ils sont sur Internet, ils suivent de très près tout ce qui se passe dans le cadre du combat. Et ils m'ont posé cette question, mais dis-nous un peu, Roland, ce problème de nationalité, on est en train de débattre de ça ici, dis-nous toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je leur dis, vous savez, le problème, il est simple. Moi, je vais vous répondre en tant que responsable politique. Et un responsable politique, surtout concernant ce problème de la nationalité, je ne peux pas réagir selon mes ressentiments personnels, selon mon appréciation personnelle des choses, selon le fait que je sois proche de telle ou telle personne. La nationalité congolaise, elle ne se donne pas dans ce cadre-là. Il existe une constitution et un homme politique tel que moi se limite à la constitution en ce qui concerne ce problème de nationalité. Alors, je leur ai posé la question tout simple, je leur ai dit, écoutez, dites-moi, dans quelles conditions, vous qui êtes là, qu'est-ce qui dit que vous êtes congolais? Qu'est-ce qui fait que vous vous considérez comme étant congolais? Alors il y en a un qui a répondu, ah mais moi je considère que je suis congolais parce que mon père est congolais et ma mère est congolaise. Ok. Et toi? Moi je considère que je suis congolais parce que je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, et puis mes parents ils sont 100% congolais. Je dis, ok, c'est très bien, c'est tout à fait appréciable. Et il n'y a personne qui m'a donné selon moi la juste réponse. Alors
Ils m'ont dit, mais toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je leur ai dit, mais non, c'est ça. Moi, en tant qu'homme politique, je vais vous donner une réponse toute simple. On est congolais de plusieurs manières. Soit par adoption, c'est-à-dire que vous avez été adopté ou bien vous avez adopté quelqu'un d'étranger. Lorsqu'on fait une adoption, cela ne peut se faire qu'à partir d'une personne étrangère. Donc une personne qui est non congolaise. Et à partir de là, vous remplissez les critères, les conditions, et vous êtes adopté, ou on vous adopte, vous adoptez ou on vous adopte, et vous devenez donc congolais parce que les textes de loi le disent. Soit alors par naturalisation, qui est aussi une forme d'adoption. Naturalisation, vous résidez dans ce pays depuis de nombreuses années et puis vous vous rapprochez de l'État et vous demandez à avoir la nationalité congolaise. Vous remplissez les conditions, l'État vous octroie cette nationalité. Moi, je ne suis pas congolais par adoption et je ne le suis ni par naturalisation. Je suis congolais d'origine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être congolais d'origine? Ça veut dire tout simplement que, de par vos parents, soit papa, soit maman, soit les deux en même temps, vous héritez de l'appartenance à l'une des ethnies qui composent la République démocratique du Congo. Et donc, par projection, vous faites partie des tribus. De par cet héritage-là, vous faites partie des tribus qui sont propriétaires de terres du Congo. Et là, vous êtes congolais d'origine. Donc, pour prendre mon cas, je suis congolais d'origine par mon père, qui est Mukongo de ses deux parents. Je suis congolais d'origine par ma mère, qui est Mukongo zaïroise de par sa propre mère, donc ma grand-mère maternelle. Mais en plus, ma mère me donne l'appartenance à l'ethnie Mukongo-Lari de Brazzaville. Parce que son père à elle est congolais de Brazzaville, donc mon grand-père maternel est congolais de Brazzaville. Cela vient se rajouter en plus de ma nationalité congolaise d'origine. Mais vous savez comment ça se passe chez nous les Bantous? C'est le papa qui donne la nationalité. Donc par décision paternelle, vu que je suis né à Kinshasa, mon père m'a a décidé que j'étais congolais, au Congo Musingombe. Voilà, donc je suis congolais d'origine. Alors ces histoires de 100%.